sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format enquête de Bien dans ta boîte, donc sur un format un peu étude de cas, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, on va travailler avec un cas réel qu'une abonnée nous a gentiment proposé, qui va concerner une question de repositionnement de marché, donc qui va intéresser parmi vous toutes celles et ceux qui sont indépendantes au sens large. Ça peut intéresser bien sûr les pros de l'accompagnement parmi vous, puisque vous êtes nombreux à votre titre de travailleur indépendant, travailleuse indépendante, et puis peut-être des pros de l'accompagnement parmi vous, c'est possible, puisque dans ce format enquête, on va partir donc avec un cas, un cas réel, un cas concret, et ce format, il a deux objectifs principaux. On va dire ça comme ça, c'est de partir donc, comme je viens de le dire, d'un cas concret, c'est-à-dire avec de la vraie matière incarnée, si vous voulez dire ça comme ça, puisque moi, quand j'invente des cas, aussi formidable soit le cas qui est inventé, il reste un cas fictif, donc même si vous pouvez vous y retrouver, etc. Là, l'avantage quand on a des vrais cas, c'est que voilà, on a le vrai vocabulaire, on a les vraies angoisses, on a les vrais sujets, et au passage, ça rend service à la personne qui s'est prêtée gentiment à l'exercice pour nous faire du contenu. Bon, voilà, donc évidemment, on va travailler avec de la vraie matière, de la vraie vie, d'accord? Et le deuxième truc qui est bien en faisant ça, c'est que ça vous permet de développer aussi, d'apprendre, outre d'apprendre des connaissances, ce que je fais dans d'autres épisodes, et puis pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que voilà, je suis jamais en reste de transmission, de formation, etc. Donc c'est vrai que je vous donne souvent beaucoup de connaissances, qui vous plaisent pas, c'est un autre sujet, mais je veux dire, c'est plutôt ça que j'ai tendance à vous transmettre dans ces épisodes, ce qui est très bien, ce qui est indispensable, parce que on a besoin d'avoir des connaissances, des concepts, etc. Mais là, dans ces épisodes-là, je vais vous donner un peu des connaissances, des concepts, mais c'est surtout apprendre à raisonner. Et c'est une demande qui m'avait été beaucoup faite quand j'ai construit le niveau 0 de la formation, vous savez, la boîte à outils d'esprit critique, c'était donne-nous des outils, donne-nous des concepts, parce qu'évidemment c'est indispensable, c'est important, mais on veut aussi te voir analyser, décrypter, parce que ça nous permet de voir comment tu vas réfléchir. Ce qui m'emmène à un avant-dernier préambule avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que on ne réfléchit pas tous de la même manière. Je suis en train d'enfoncer une porte ouverte, ce qui est évident sinon spam, ça va quand même mieux en l'énonçant. On réfléchit pas tous de la même manière parce que nous n'avons pas tous les mêmes épistémologies, pas tous les mêmes présupposés philosophiques, et donc bien entendu, vous vous rappelez, l'épistémologie, c'est la science des connaissances, c'est comment on produit de la connaissance. Donc selon que tu aies une épistémologie, un filtre, on pourrait dire ça comme ça, une épistémologie essentialiste, ou une épistémologie matérialiste dialectique, ou une épistémologie, je sais pas moi, rationaliste, déterministe, existentialiste, etc., tu vas évidemment pas réfléchir de la même manière, tu vas donc pas prendre les mêmes analyses, et donc tu n'arriveras probablement pas aux mêmes conclusions. Des fois on arrive aux mêmes conclusions, mais des fois on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Donc, je rappelle ce petit préambule très important, je vais vous rappeler à partir de quel référentiel et de quelle épistémologie, moi, je vais proposer une analyse de ce cas de repositionnement, d'accord ? Réflexion avec laquelle vous pouvez être en accord ou en désaccord, bien sûr. Vous pouvez être d'accord avec la réflexion et puis pas avec les conclusions, c'est possible aussi. Voilà, ça c'était le petit préambule 1. Le petit préambule 2, c'est que donc dans ce format enquête, notre objectif n'est pas... Vous allez voir, je vais vous lire le message que l'abonné nous a envoyé. Je ne lui ai pas demandé plus d'informations pour deux raisons. La première, c'est des raisons d'anonymat, c'est-à-dire de pas avoir trop d'informations qui permettraient qu'elle soit reconnue. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, c'est pas le but de l'épisode. C'est-à-dire que le but de l'épisode, c'est pas une consultation, c'est pas une supervision, c'est pas un coaching, c'est pas un consulting, je sais pas quoi. D'accord? Donc, notre but dans ces épisodes, c'est pas d'avoir le maximum de détails et d'aller dans les tréfonds de sa vie psychique, professionnelle, relationnelle, je sais pas quoi. D'accord? Donc, il y a peut-être des endroits où on va manquer d'infos. Il y a peut-être des endroits où on va évoquer des hypothèses parce qu'on n'aura pas l'info, mais c'est aussi important parce que voilà, pour mener des raisonnements, mener des réflexions, des fois on n'a pas toutes les infos, donc nécessairement on va faire des hypothèses, on va faire des choix. Voilà. Je réfléchis donc pour celles et ceux qui me connaissent, désolé pour la redite, un référentiel systémique. Ok, donc ça,
moi j'aime réfléchir les individus en les remettant, sans leur nier leur individualité, leur agentivité, mais en replaçant aussi leurs enjeux dans les différents systèmes dans lesquels ils évoluent, les systèmes familiaux, les systèmes couples, les systèmes travail, les systèmes culturels, les systèmes politiques, etc. Et donc voilà, systémique au sens large, et tac à tac, et avec un référentiel, une épistémologie, pardon, j'avais parlé, matérialiste, dialectique, historique. Je vous épargne le cours de philo. Pour celles et ceux qui savent, on y va. Pour celles et ceux pour qui c'est pas très très clair, je pense qu'en faisant l'analyse, d'accord, je vais commenter au fur et à mesure et vous allez à peu près repérer. Je me suis pris moi quelques notes pour avoir une semblant de trame, mais je vais quand même un peu broder au fur et à mesure, donc je sais pas combien de temps ça va durer. La dernière fois que j'ai fait un épisode d'enquête, ça a duré 1 heure à peu près. Qu'est-ce que je vous ai pas dit avant qu'on puisse se lancer? Ça me paraît pas mal. Le temps que je réfléchisse, si j'ai oublié quelque chose, je profite, petite parenthèse, pour vous dire que la formation de niveau 0, donc la boîte à outils d'esprit critique, elle reprend fin avril, je sais plus quand, le 21, le 23, 24 avril, bon, la semaine du 20 avril, là, quelque part. Je vous mets dans la description de toute façon les liens pour aller voir le contenu de cette formation ou revoir, et pour réserver un appel découverte si tu souhaites éventuellement nous rejoindre ou du moins poser tes questions, c'est gratuit, ça prend 30 minutes et ça n'engage à rien. Et c'est obligatoire, je sais, mais voilà, c'est mon cadre à moi, on ne peut pas rejoindre mes formations, sauf si on se connaît déjà, bien sûr, si vous avez des anciennes élèves ou du coaching, vous m'envoyez un petit mail ou un message, y a pas de problème. Si on se connaît pas, je veux qu'on passe par l'appel découverte parce que je ne prends que des petites promotions, vous savez, dans mes formations, c'est que des groupes de 10 à 15 élèves et j'aime bien connaître tout le monde et m'assurer que ça va vraiment t'aider, que c'est vraiment fait pour toi et que tout le monde va bien matcher. Ça permet aussi de préserver un espace safe et secure pour l'ensemble des élèves des formations. Voilà, donc si cette formation t'intéresse pour gagner en lucidité professionnelle, en esprit critique, notamment du monde de l'entrepreneuriat, du travail indépendant et aussi du monde accompagnement, coaching, dev perso, blablabla, là, ça va t'intéresser. Au passage, c'est une formation moins chère pour cette promotion puisqu'elle est exonérée de TVA. Je ne peux pas vous dire si ça sera le cas l'année prochaine. Je ne sais pas. Ce n'est pas en ma... je n'ai pas les moyens d'avoir connaissance de ça, donc je peux vous dire qu'au moins pour avril 2026, elle est à moins 20%. Si tu récupères la TVA, ça ne change rien. Si tu la récupères pas, en revanche, par les temps qui courent, moins 20%, ça fait plaisir. Et je ne peux pas vous dire quand est-ce que la formation revient. Peut-être fin 2026, très sincèrement. Là aussi, je ne sais pas, je n'ai pas l'information dont j'ai besoin pour vous trancher la question. Ça me paraît un peu chaud. Je préfère être honnête, pour 2026, ça me paraît être un peu chaud qu'elle revienne. C'est possible, mais ça me paraît être un peu chaud. Voilà, je te mets tous les liens en description si tu veux aller voir. Et effectivement, dans cette formation, le but c'est de vous donner effectivement des outils. Vous savez, comme Laure Daudier de Maslow-Boîte, elle m'avait appelé la spécialiste des décryptages de douille du milieu. Donc c'est vraiment ça en fait. Cette formation, c'est vous transmettre des outils, des concepts pour que vous aussi vous puissiez décrypter les douilles du milieu, mais aussi au-delà des concepts et des connaissances théoriques qui sont indispensables. Je vous le dis tout le temps, indispensables. Il faut aussi développer le radar à douille, vous voyez. Et donc pour ça, il faut développer une épistémologie, il faut développer une analyse, des méthodes d'analyse, etc., etc. Ces épisodes enquête peuvent te donner déjà quelques billes, et donc je te propose qu'on s'y mette avec le message que je vais lire tout de suite de l'abonné en question que nous appellerons Marie à des fins d'anonymat. Donc je vous le dis, elle s'appelle pas Marie en vrai, c'est pas la peine d'aller chercher les Marie dans mes abonnés, elle s'appelle pas Marie. Je prends Marie parce que, désolé Marie, ça tombe souvent sur vous, parce que comme c'est un prénom très courant, c'est plus facile pour anonymiser, invisibiliser la personne qu'elle puisse quand même pas être reconnue, même si à mon avis dans son message il y a rien qui soit vraiment saillant pour la reconnaître. Bon. Donc, elle nous dit, elle s'est prêtée à l'étude de cas. Si tu veux en faire autant, tu peux m'écrire un mail. Ou sur Insta. De ouvrir les guillemets. Je suis en train de changer de positionnement pour accompagner des entrepreneuses plus avancées et qui ont donc d'autres problématiques que celles que j'aborde dans ma communication pour le moment. Ce n'est pas la première fois que je fais ça, sous-entendu de repositionner. Les peurs sont moins oppressantes qu'avant, mais elles sont quand même là. Elle nous dit 1. Peur de perdre ce que j'ai construit, mes clientes actuelles. 2. Peur de me tromper dans le message et de ne rencontrer personne. 3. Peur de ne pas me sentir légitime face à des personnes plus avancées. En ce moment, je suis dans ma zone de confort. 4. Peur que les outils tarot, astro, loisirs créatifs, etc. ne soient plus les bons. Et 5. Peur financière aussi, si je ne trouve pas de clientes.
Point, fermez les guillemets, fin de citation. Bon. Nous sommes donc partis pour cette analyse-là. Je rappelle donc que le format enquête, c'est un format pour apprendre à décrypter, pour apprendre à contextualiser, à repérer qui sont les acteurs, qui sont les liens, où sont les dialectiques, etc., les systèmes, etc., etc. C'est pas une consultation. Donc on va pas aller dans les tréfonds de sa vie psychique que je ne connais pas. On va pas aller faire de la psycho à 2 balles. Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, des fois il y a des infos qu'on n'aura pas. Petite recontextualisation importante. Alors, quand on a un cas, comme là, de repositionnement, la première question à se poser, c'est déjà qui? Ça, c'est petit réflexe de systémique. Mes élèves du niveau 2, elles le savent parce que je leur casse tout le temps les pieds avec ça. Pour les autres qui n'ont pas encore fait le niveau 2 ou qui peut-être le feront février 2027, la prochaine promotion du niveau 2, ça c'est une question de systémique. C'est pas une question de systémique, mais c'est une question, si vous voulez travailler de manière systémique, vous devez l'avoir tout de suite en tête parce que souvent on est obsédé par quoi, pourquoi et où, comment. Et la question qui, ça passe à la trappe. C'est très important. Qui est impliqué dans cette histoire? Bon, l'actrice principale de notre histoire, c'est Marie, qui est en transition, en repositionnement. Bon. Par contre, il y a des actrices secondaires dans cette histoire. La première, c'est un ensemble. Les premières, c'est les clientes actuelles, ok, qu'elles nous présentent comme plutôt source de sécurité. Okay. D'habitude, et puis on peut supposer quand même de capital financier, bien sûr, puisque elles sont clientes, et de capital social. Ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est que les clientes actuelles, c'est pas juste, elles sont gentilles, je les connais bien, puis en plus elles me filent des sous. Ça, c'est déjà très important, bien sûr, en termes d'anxiété, en termes de revenus financiers, etc. Mais on peut quand même supposer que les clientes actuelles, c'est un capital social important. Parce que c'est du bouche à oreille, parce que c'est des témoignages sur Internet, sur le site, etc. Donc, c'est une source de sécurité, c'est une source de feedback aussi, je l'ai pas dit, mais je l'avais pas noté, mais là, à voix haute, voilà. D'habitude, etc., de capital financier et de capital social. Donc, ça, c'est quand même important. Deuxième actrice secondaire, c'est les clientes plus avancées, qui impliquent donc de nouvelles exigences, qui ont d'autres attentes, et qui vont impliquer de changer de marché, okay. En tout cas de marché, peut-être pas de marché, mais en tout cas de segmentation dans le même marché. On sait pas exactement si ça implique de changer de marché totalement, genre proposer vraiment d'aller sur un autre marché. On semble être quand même sur le même marché, mais avec un autre segment, c'est-à-dire qu'elle nous dit, je relis le message, je suis en train de changer de positionnement pour accompagner des entrepreneuses plus avancées. Voilà. Donc on semble être quand même sur le même marché, mais d'aller chercher une segmentation un peu différente pour avoir donc des entrepreneuses plus avancées qui ont donc d'autres problématiques que celles qu'elle aborde dans sa communication actuellement. Ok. Voilà. Clientes plus avancées, de nouvelles exigences, de nouvelles attentes, du capital en devenir. De toute façon, ces clientes plus avancées sont des actrices du coup en l'occurrence secondaires en devenir puisqu'elles sont pas encore là. Elle nous dit également dans son message, j'ai peur de me tromper dans le message et de ne rencontrer personne. Donc on peut supposer qu'elle n'a pas encore fait tout un plan marketing ou de communication ou quoi que ce soit, par définition. Ensuite, dans les actrices secondaires, on a ses pairs, le réseau entrepreneurial au sens large, d'autant qu'elle nous parle de légitimité, d'accord? Alors elle nous dit, j'ai peur de ne pas me sentir légitime face à des personnes plus avancées. Alors là, Marie, elle est dans la situation où ses clientes sont aussi des pairs. P-A-I, R-E-S. Dans le sens où elle est, entrepreneuse, indépendante, et elle accompagne d'autres entrepreneuses. Donc, vous voyez, il y a un double truc, ça c'est important de le voir, il y a un double truc, c'est que elle a peur de pas se sentir légitime face à ses clientes parce qu'elles sont plus avancées que les anciennes, mais en plus, il y a la question de la légitimité du fait que les clientes sont aussi des consoeurs, concurrentes peut-être, je ne sais pas, mais bon, en tout cas elles sont des pairs du réseau entrepreneurial, d'accord? Et évidemment, le réseau entrepreneurial, les pairs, c'est des normes, c'est de la comparaison sociale, c'est du feedback, c'est du capital social, c'est du capital culturel aussi. Bon, c'est des enjeux de domination, c'est des enjeux de pouvoir. Quand je dis domination de pouvoir, même si ça se passe bien,
avec les consoeurs en question, hein. Je dis pas forcément qu'il y a nécessairement des histoires, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que nécessairement, sur ce marché, il y en a qui sont plus dominantes que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que elles ont plus d'ancienneté, parce qu'elles ont plus de savoir légitime, parce que elles sont d'une classe sociale plus importante, parce qu'elles sont blanches, parce qu'elles sont valides, parce que bon bref, on fait pas tous les actes de domination, hein, mais c'est de ça dont je parlais, d'accord? Il y a un autre acteur secondaire qu'il faut voir, c'est les outils. Elle parle de j'ai peur que les outils tarot, astro, loisirs créatifs ne soient plus les bons. Je vais les rentrer dans les acteurs parce que ils peuvent quand même comment dirais-je, parler d'un prolongement de l'identité, hein. Notamment pour les pros de l'accompagnement, les outils des fois c'est comment dirais-je, c'est un critère différenciant. C'est-à-dire que vous avez des bénéficiaires qui viennent parce que vous avez l'outil tarot, l'outil astro ou l'outil CNV ou l'outil TCC. Bon, TCC c'est pas un outil, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc je vais quand même rentrer ça dans acteur. OK. Je rappelle que évidemment Marie a d'autres systèmes. Comme son système familial, son système couple, etc., etc. Évidemment, si on était en séance, ça nous intéresserait de regarder ça. Là, on va pas s'en occuper. Mais pensez bien, évidemment, hein, que évidemment ça joue, d'accord? Parce que ces insécurités, les peurs dont elle nous parle, selon que l'environnement autour d'elle, que les relations les plus proches d'elle, ses amis les plus proches, le conjoint, la conjointe, les enfants s'ils sont en âge de faire du feedback, les parents, bon bref, selon qu'ils aient une force coercitive positive sur ce changement de positionnement, c'est-à-dire qui s'encouragent, qui soutiennent, qui voient le bon côté, qui l'aident à trouver des ressources, à voir ses points forts, etc. Ou une force de coercition négative, c'est-à-dire tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt à charge contre le projet, bah évidemment que ça c'est des acteurs très importants dans ce genre de situation, hein, évidemment. Hein. Là on va pas s'en occuper parce que encore une fois, on n'est pas, voilà, on n'a pas les infos, on va pas lui faire ça, on va pas la psychanalyser. En place publique, mais si vous êtes pro de l'accompagnement et que vous aviez ce cas en séance, bien sûr, et que vous voulez travailler de manière systémique, bien sûr, faut avoir ça en tête, hein. Et même si vous travaillez pas sur des questions perso, je pense parmi vous peut-être à celles et ceux qui sont, je sais pas moi, coach business ou quoi que ce soit, je vous invite quand même dans cette démarche systémique à avoir en tête qui est autour d'elle, qui est au courant de la démarche, qui soutient la démarche, qui ne la soutient pas. Parce que déjà, même sans aller faire du travail sur le système familial, si c'est pas du tout, si vous n'êtes pas formé, si c'est pas votre sujet, ça vous permet quand même de savoir quelles ressources elle a, cette bénéficiaire, voilà, elle est dans quel environnement, est-ce qu'elle a plutôt le vent dans le dos ou est-ce qu'elle a tout le monde contre elle, enfin voilà, c'est quand même pas le même accompagnement. Si en plus des difficultés qu'elle vous emmène, il y a aussi qu'en fait ça fout le sbeul dans son couple, dans sa famille, qu'elle se prend tout le monde contre elle et tout, vous voyez, c'est encore autre chose, quoi, hein. Bon, évidemment, là elle nous a beaucoup parlé des peurs, ok, elle nous en a cité 5, chaque peur ici, chaque doute qu'elle rencontre, c'est pas, encore une fois, symptôme individuel de sa vie psychique toute seule, ok. Ça c'est vraiment un piège. Je vais pas me faire que des amis en disant ça, parce que là c'est des désaccords de praticiens-praticiennes, mais mon épistémologie matérialiste historique et dialectique me rend vigilante, on va dire ça comme ça, avec une approche trop biographique des individus. Ce que je veux dire par là, c'est de, par exemple, d'entendre les peurs de Marie ou de lire les peurs de Marie, et d'aller chercher dans son histoire, dans sa biographie, ah ben oui, en fait elle a vécu ça, donc ça explique telle peur, et puis ça explique telle peur, et en fait cette peur elle vient de tel moment, ou de l'association combinée de tel moment, enfin bref, d'avoir une analyse uniquement biographique, qui est tout à fait utile, nécessaire, souvent pertinente, pas fausse mais pas complète, comme je dis souvent, vous voyez, je trouve que, voilà, souvent, attention à avoir des lectures uniquement biographiques, tu passes à côté d'autres choses, parce que là, on voit bien que dans les peurs qu'elle nous cite, là, je vais les relire, comme ça je défends pas ses propos, peur de perdre ce que j'ai construit, peur de me tromper dans le message, peur de pas me sentir légitime, peur que les outils ne soient plus les bons, peur financière aussi. On voit bien que
bien entendu que ces peurs-là sont imminemment liées au système économique dans lequel elle entreprend. D'accord ? Le système économique est un système politique, hein. C'est pour pas dire le gros mot politique avant que tout le monde panique, mais c'est évidemment un système politique. Hein. A.k.a. mode de production capitaliste, mode de distribution, marché. Donc ça, évidemment que les peurs qu'elle nous cite là, et puis d'autres peut-être qui peuvent la traverser, chaque peur, chaque doute nous parle de tension dans le système de toute façon. Après, il y a différents systèmes, et partie du travail d'analyse, c'est de trouver le bon niveau explicatif pour analyser la situation que traverse Marie, et que vous êtes beaucoup, je sais, d'indépendantes à traverser. Est-ce qu'ici, le bon niveau explicatif face à peur de perdre ce que j'ai construit, peur de me tromper dans le message, peur de pas me sentir légitime, peur que les outils soient plus les bons, peur financière, est-ce que le bon niveau explicatif est un niveau uniquement individuel, uniquement biographique? Franchement, ça ne me convainc pas du tout. Ça ne me convainc pas du tout, parce que vous pouvez avoir 20 histoires personnelles différentes, même qui n'ont rien à voir, et avoir quand même, en tant qu'indépendante, peur de vous tromper dans votre message et de rencontrer personne. Bah oui, parce que cette peur-là, elle peut s'expliquer dans la biographie. Mais là, il me semble que le bon niveau explicatif, il est plutôt sur comment fonctionne le marché, c'est-à-dire dans quel système économique est-ce qu'elle distribue son service, et donc avec quelles conditions matérielles. Et là, il s'avère qu'elle est dans des conditions matérielles où la communication est importante, le marketing est important, que c'est peut-être pas sa formation de base à Marie. Donc voilà, comme beaucoup d'indépendants, c'est mon cas aussi, bah elle a appris à faire ça sur un coin de table parce que c'est pas nos métiers de base, on sort pas d'école de commerce ou je ne sais quoi, parce que elle est voilà dans ce monde-là où il faut qu'elle ait une présence potentiellement numérique, peut-être print, papier quoi, mais enfin quoi qu'il en soit, c'est des compétences de communication. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Le meilleur niveau explicatif ici, c'est de regarder dans quel système elle entreprend. Et du coup, qu'est-ce qu'elle est rendue obligée de faire? Et si elle renonce à cette obligation, ça lui coûte quoi? Voilà, c'est quand même un niveau explicatif qui va être plus conséquent, qui va être plus efficace, qui va nous donner plus d'informations et donc plus de pistes, plus de réponses que de dire ah mais en fait elle a peur de se tromper dans le message parce que quand elle était, je provoque un petit peu en disant ça, mais parce que quand elle était enfant, elle avait peur de se tromper à l'école. Oui, ok, peut-être, non mais peut-être au demeurant, vous voyez, je dis pas que c'est une piste inintéressante, mais je dis que dans une analyse comme ça, dans l'exercice dans lequel on est là, encore une fois, ça, si vous l'aviez en séance, ça serait peut-être différent, mais là, voilà, si je vous dis ça, vous allez me dire, ouais, bon, bah, ok, bah, peut-être, mais en fait, on n'en sait rien, quoi. Bon. Donc, on a ces peurs-là, hein, la peur de perdre les clientes actuelles, évidemment, c'est une tension, importante, la peur de ne pas toucher le nouveau public en question. Donc là, il va y avoir un petit peu d'anxiété anticipatoire qui, encore une fois, n'est pas des lulus. Hein. Je veux dire, c'est une peur ici qui est plutôt adaptative parce qu'elle va, sauf si elle la paralyse, sinon la pousser à investiguer cette nouvelle cible. Ne pas se sentir, la peur de pas se sentir légitime. Alors ça, vous savez, je vous en ai déjà parlé, la légitimité comme effet structurel. Donc là, il y aura beaucoup de choses quand même à s'en dire, et puis peut-être ici qu'on peut quand même garder Bourdieu dans un petit coin de notre tête, notamment sur la notion de capital symbolique, sur la notion du capital du savoir légitime aussi, hein, qui viendra compléter tout ça. L'inadéquation de ces outils, donc le risque d'un décalage entre des capitaux culturels, capitaux sociaux, capitaux symboliques, etc., et les exigences du marché. Et puis la peur financière, bien entendu, hein, puisque ça, évidemment, encore une fois, votre vie psychique, elle est pas décorrélée de la matière, n'est-ce pas? Donc, le revenu, le marché, blablabla, tout ça a quand même quelques implications sur votre vie psychique, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ok. On en arrive à articuler toute notre affaire. On a vu pas mal de peur, c'est surtout là-dessus qu'elle a axé son message. La question aussi de l'illégitimité quand elle n'est pas, on va dire, chronique, installée, elle est aussi tout à fait normale dans ce genre de situation, c'est-à-dire que quand on change de rôle, ça s'accompagne souvent, pas toujours, mais ça s'accompagne souvent de sentiments d'illégitimité. Quand on devient parent, on se sent pas légitime. Quand on devient entrepreneur, on se sent pas légitime. Quand on devient tel métier, on se sent pas légitime.
Et puis ça passe, vous voyez. La question de l'illégitimité, elle va devenir évidemment problématique quand elle s'installe, quand elle reste. Maintenant, si de manière transitoire, Marie, elle est en train de changer de positionnement, elle arrive sur un nouveau segment, elle se sent illégitime pendant un temps parce que voilà, il y a un peu d'insécurité. Elle sait pas trop si son cadre il est toujours adapté, si ça va convenir à ses bénéficiaires, à ses clientes, est-ce qu'elle va être à la hauteur, machin. Bon voilà, ça a posé toutes ces questions-là. C'est pas délirant, comment dirais-je, c'est pas anormal quoi, si vous voulez. Vous voyez, c'est que des fois aussi faut redescendre 2 minutes quoi, avec ce truc syndrome de l'imposteur, illégitimité machin là. On a entendu ça à toutes les sauces ces dernières années, comme si le moindre sentiment d'illégitimité était tout à fait catastrophique et anormal. Mais il y a plein de moments où le sentiment d'illégitimité il est tout à fait pas normal du tout, et il est même plutôt adaptatif. Il va vous pousser à vous former davantage, il va vous pousser à vous adapter, il va vous pousser à vous renseigner sur le marché, sur ce nouveau segment, etc. Voilà. Bon, après, effectivement, si ça s'installe, si ça s'engraine, si ça commence à l'empêcher de fonctionner, c'est un autre problème. Vous voyez. Donc voilà, là, elle nous parle aussi de ces questions-là, de perdre ce qui a été construit. Évidemment, il y a beaucoup de systèmes, du coup, pour Marie qui sont en évolution. Elle ne nous dit pas pourquoi ce repositionnement arrive. On peut supposer, vous voyez, là, c'est le moment, c'est des infos qu'on n'a pas, on va faire une hypothèse. Il me semble que l'hypothèse la plus probable au vu du contexte, c'est que peut-être le positionnement actuel n'est plus suffisamment rentable. On a vu énormément de repositionnements ces derniers mois, cette dernière année. Je vois que ça se poursuit en 2026. J'en avais déjà parlé de ça. C'est pas un effet, encore une fois, ça tombe pas du ciel. C'est pas un effet mystique que d'un coup tout le monde s'est décidé à se repositionner. Il y a beaucoup de repositionnements parce que la crise du mode de production est très avancée, le marché va traduire la crise du mode de production, et donc nécessairement vous avez beaucoup de marchés saturés, beaucoup de marchés en très grande contraction, et donc tout le monde est beaucoup sont obligés de se repositionner un petit peu, beaucoup mettent la clé sous la porte, certains vendent, se font racheter par plus gros, ça c'est le fonctionnement classique du mode de production capitaliste, qui est un mode de production monopolistique, donc qui a tendance à l'accumulation et à la concentration du capital. Pour les indépendants, on a vu beaucoup de repositionnements pour aller chercher des trucs plus nichés, etc., etc. Bon, donc on peut faire l'hypothèse. Maintenant, il y en aurait d'autres des hypothèses. Peut-être qu'elle se repositionne parce qu'elle en a marre, tout simplement. Peut-être qu'elle s'ennuie, vous voyez, avec son ancienne cible. Peut-être que depuis, elle a fait d'autres formations. Peut-être qu'elle a acquis d'autres compétences qui pour être mieux mis à profit sur une autre cible, ou qui font que elle est un petit peu frustrée parce que maintenant, elle a peut-être un plus haut niveau de qualification qui fait que rester sur une cible entre guillemets débutante, ça la gave un peu. C'est une autre hypothèse, d'accord. Qu'est-ce que j'en étais où de mon affaire? La peur de pas toucher le nouveau public. Alors ça, effectivement, on a une petite anxiété là du fait de pas avoir le feedback en question. C'est que comme elle n'y est pas encore, elle a pas encore tout à fait c'est pas tout à fait, elle n'a pas encore de feedback. La peur de pas se sentir légitime, je vous en ai déjà parlé. La peur que les outils ne soient plus vraiment les bons. Alors ça c'est pareil, ne soient plus vraiment les bons, on sait pas exactement. Est-ce qu'elle veut dire ne sont plus les bons, c'est-à-dire ne vont plus aider les bénéficiaires, ou est-ce qu'elle veut dire ne sont plus les bons, c'est-à-dire les bénéficiaires n'en veulent plus? Je suppose que c'est plutôt de ça dont elle parle, c'est-à-dire peur que les outils que j'ai acquis jusque-là ne soit peut-être plus trop tendance, peut-être plus trop à la mode, ou peut-être plus aligné avec cette nouvelle cible qui est peut-être une cible plus avancée, comme elle nous dit. Donc peut-être une cible qui est peut-être un peu plus tatillonne, un peu plus technique, qui peut-être est un peu moins ouverte à des outils comme le tarot, comme l'astro, qui relève plutôt des milieux de l'énergétique ou de l'ésotérisme, ou et que du coup peut-être maintenant elle passe sur une cible qui est peut-être, on sait pas ce que c'est les clientes, mais elle me dit entrepreneuse plus avancée. Donc peut-être des entrepreneuses un peu plus, un peu plus business, un peu plus performance, croissance, et qui sont peut-être un peu en mode oui, écoute ton tarot, elle me passe au-dessus quoi. Oui. Et donc elle a peur que les outils soient plus adaptés parce que elle n'en a pas d'autres, ou elle a peur qu'ils soient plus adaptés parce qu'elle tient à ces outils et que ça lui ferait de la peine de plus pouvoir les utiliser. En quel cas ça poserait peut-être la question de est-ce qu'on peut les utiliser autrement. Bon, à voir. En tout cas, on voit bien, comme on le disait juste avant, que ces peurs, elles ne sont pas strictement individuelles, elles sont toutes en lien
avec d'autres systèmes, avec une partie du système, on va dire, individuel de Marie, ok, de son histoire, de ses constructions du monde. J'en sais rien, moi, peut-être que Marie, elle a une construction du monde qui est principale, parce qu'on en a plusieurs, qui est « je ne suis pas à la hauteur ». Et donc évidemment, si sa construction du monde principale c'est « je ne suis pas à la hauteur », on voit très bien comment un repositionnement de business, évidemment, ça risque d'être filtré à travers « je serai pas à la hauteur de faire aussi bien qu'avant, je ne serai pas à la hauteur de refaire des sous, je ne serai pas à la hauteur de trouver de nouvelles clientes, je ne serai pas à la hauteur de faire une nouvelle communication, etc., etc. » Donc bien sûr, il y a la vie individuelle de Marie, qui est la partie là où nous avons peu d'infos, mais qui joue, bien sûr. Mais là, on voit bien quand même que, encore une fois, il me semble que parenthèse, bien sûr, après il y a les systèmes couple, les systèmes famille de Marie, là on n'a pas d'infos là-dessus, mais encore une fois je rappelle qu'ils sont là, en tout cas pour elle, parce que je sais qu'ils sont là, mais dans un autre cas, qui pourraient être là, et qui encore une fois on sait pas, est-ce qu'ils sont des forces coercitives, positives, négatives, machin. Et puis là, on voit bien dans la manière dont le message de Marie il est formulé, que il me semble que le niveau explicatif le plus intéressant, c'est quand même la question du système économique, ou si on peut le dire de manière peut-être un peu plus concrète, si vous vous dites oula, mais qu'est-ce qu'on va bosser là-dessus, des conditions matérielles dans lesquelles elle est rendue d'exercer son activité indépendante. J'en viens donc à ça. Aujourd'hui, elle tire des revenus de son activité avec des clientes moins avancées, avec des entrepreneuses moins avancées. C'est comme ça qu'elle définit les futures clientes, donc par symétrie, je vais définir comme ça les clientes actuelles. Donc, elle a des revenus, ok, qui assurent une sécurité financière plus ou moins importante, on sait pas. J'ai envie de dire, peu importe, dans le sens que soit ses revenus actuels lui permettent de reproduire sa position sociale actuelle, ok, en quel cas on est sur une position conservatrice, c'est-à-dire que les conditions matérielles créent une position sociale qui du coup long story short, font des revenus, et ces revenus, ils lui permettent de conserver sa position sociale. Bon. Pour X et Y raisons que nous ne connaissons pas, le choix conservateur n'existe plus pour Marie. Okay, il lui a été confisqué ou elle l'a refusé. C'est-à-dire, soit elle en a ras-le-bol, elle se fait chier, elle veut passer à autre chose, elle va faire donc un choix progressiste dans le sens où elle voyait bien que là, elle se tourne vers qu'est-ce que je fais après, elle n'a pas fait un choix réactionnaire, c'est-à-dire elle est, a priori, elle n'est pas en train de nous dire « je reviens à mon positionnement d'avant ». Ça, c'est le choix réactionnaire au sens littéral, c'est-à-dire le choix de la réaction, c'est-à-dire de revenir à l'état avant la contradiction. A priori, c'est pas ça. Moi, c'est pas ce que je comprends dans son message. Donc, a priori, le choix conservateur n'existe plus. Pour des raisons psycho-individuelles, parce qu'elle s'ennuie, elle en a marre, machin, et en quel cas elle a décidé de faire un choix progressiste, d'aller vers une nouvelle situation, soit le choix conservateur lui est confisqué par les conditions matérielles extérieures, c'est-à-dire que les revenus actuels de Marie ne lui permettent plus de reproduire sa position sociale, soit parce qu'ils sont les mêmes qu'avant, mais que comme la vie coûte plus cher, eh bien, elle a perdu en qualité de vie, soit parce que les revenus actuels ont diminué, ce qui est très probable, encore une fois, on ne sait pas, mais vu la situation actuelle, c'est très probable, et donc lui confisque le choix conservateur, c'est-à-dire aujourd'hui, son activité ne lui permet plus, pour X et Y raison, de reproduire sa position sociale. Quand je dis position sociale, attention, rappelez-vous, c'est pas juste sa tranche de revenus. D'accord, hein, pensez bien que son activité actuelle lui a permis, pendant un certain temps, de reproduire sa position sociale, c'est-à-dire peut-être effectivement ses revenus, mais aussi son capital social, mais aussi un capital culturel, etc., etc. C'est pas que son versement à la fin du mois sur son compte en banque. C'est pas que ça. Donc voilà, vous avez compris, il y a plus de choix conservateur. Soit parce qu'elle veut plus de la situation, soit parce que la situation conservatrice, telle qu'elle était jusqu'ici, n'existe plus, possiblement due à la crise, et donc du coup, il ne lui reste que deux choix, le choix réactionnaire ou le choix progressiste. Le choix de revenir dans la situation avant que la contradiction lui pète à la figure, ou le choix progressiste de dire bon maintenant, il faut que j'aille. Elle fait un choix progressiste, hein. A priori, encore une fois, dans son message, elle ne nous dit pas qu'elle veut revenir à un positionnement antérieur, donc elle fait un choix progressiste, formidable, super, avec ce qui l'implique effectivement d'inconnu. En effet. Donc, il y a des revenus potentiels
à ce choix progressiste. Il y a des bénéfices potentiels à ce choix progressiste. En termes de revenus, mais aussi en termes de capital social, parce qu'on voit bien que par exemple accompagner des entrepreneuses plus avancées, comme elle dit, ça veut dire aussi être positionné sur le marché comme quelqu'un qui a plus de compétences, qui est capable. Évidemment, si elle est capable d'accompagner des entrepreneuses plus avancées, ça lui confère quand même une image sur le marché de quelqu'un qui est plus formée, plus compétente, plus experte, plus technique, peut-être plus nichée, et nécessairement la plupart du temps ce qui va avec la niche, c'est quand même un capital social important d'expertise. Vous voyez, donc elle gagne du capital en faisant ce repositionnement. C'est très important d'avoir tout ça en tête parce que souvent on ne voit que le capital financier. Parce qu'il est éminemment important. On va pas se raconter d'histoire. C'est pas chez moi que vous allez entendre, oui, mais bon, on s'en fout, capital financier, ça fait pas tout, l'essentiel c'est d'avoir l'amour. Oui, mais bon, l'amour aussi c'est très important, mais enfin quand t'as pas d'argent, c'est quand même vraiment la merde dans ce mode de production, n'est-ce pas? Donc, évidemment, il est très important, il n'est pas secondaire, il est pas à prendre à la légère du tout. Mais du coup, des fois, il fait qu'on passe à côté d'autres formes de capitaux, notamment là, du capital social, c'est-à-dire que ce repositionnement, accompagner des entrepreneuses plus avancées, ça veut dire que tu es toi-même plus avancée, ça veut dire que tu es plus experte, que tu es plus compétente, que tu es... que tu as quelque chose à leur apporter. Après, évidemment, ça va dépendre du feedback que tu vas recevoir, mais si ce feedback il est positif, on va parler de toi, tu vas avoir du bouche à oreille, les clientes elles vont faire des témoignages sur ta fiche Google, sur ton site, sur ton LinkedIn, je ne sais quoi. Et donc le capital social, là pour le coup, il monte beaucoup. Et plus tu vas être niché, plus ton capital... Alors ton capital financier peut être peut-être mis en péril si t'es trop niché, mais ton capital social par contre, il est important. Il est important pour une certaine catégorie de la population. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes un grand expert d'un sujet très 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 précis, vous êtes un grand expert des escargots, par exemple. Vous avez dans le monde universitaire de la biologie animale probablement un capital social extrêmement élevé, parce que vous êtes peut-être la référence mondiale de l'escargot. Vous voyez ce que je veux dire? Après, par contre, votre capital social dans la population générale, il est élevé. Si vous êtes un expert, professeur d'université, machin, vous êtes quand même un grand capital social, on va pas pleurer dans les chaumières non plus, vous voyez ce que je veux dire? Mais, bon, c'est vrai que pour la majorité des gens, voilà. Les escargots, c'est peut-être pas le centre du sujet, vous voyez ce que je veux dire? Donc le capital social, évidemment, sur les marchés de niche, il faut quand même le pondérer. C'est-à-dire qu'effectivement, en dehors de ta niche et des niches connexes, il est moins important. Mais il n'est pas à zéro non plus. Et dans ton marché, sur ta niche et les niches connexes, par contre, là, il est très important. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, évidemment, ce choix progressiste, il emmène des bénéfices potentiels. C'est une situation en devenir, dans le sens de la transformation. Donc, effectivement, qui implique des risques aussi, notamment de venir explorer un nouveau segment qui semble être plus exigeant qu'avant. Et voilà, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais on voit comment on peut augmenter potentiellement le capital financier. Bon, là, après, faire du business plan. Moi, je suis pas coach business. On voit aussi comment on peut gagner un capital culturel, parce que peut-être que pour arriver à accompagner ces entrepreneuses plus avancées, elle a fait beaucoup de formations. Okay. Et peut-être aussi en autodidacte, je veux dire, elle a peut-être beaucoup augmenté son capital culturel. On voit très bien comment le capital social grimpe nettement, nécessairement. Plus vous allez être expert de quelque chose, plus votre capital social il est important, parce qu'évidemment, si vous êtes présenté comme accompagnante d'entrepreneuses qui se lancent, d'entrepreneuses débutantes, écoutez ce que je dis. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait 15 ans de sociologie. Si je dis, mon métier, c'est d'être accompagnante d'entrepreneuses débutantes, captez ce que ça vous fait vivre. Si je dis, je suis l'experte des entrepreneuses, j'invente n'importe quoi comme positionnement par contre. Moi, je suis une experte de... vous voyez, je vais vous prendre mon positionnement à moi, ce sera plus simple. Moi, mon expertise, c'est l'articulation de la vie psychique, sociale et politique des professionnels de l'accompagnement. Hyper niché comme affaire, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, tu vois bien dans ce que ça te fait ressentir qu'en termes de capital social, les gens, ils se comportent pas pareil. D'accord? C'est pas les mêmes habitudes, tout ça. Je vous en renvoie à Bourdieu si ça vous intéresse. Bon.
Alors, je fais une petite pause pour boire un verre d'eau parce que je suis en train de me dessécher là. Toute la thématique de Marie, il faut qu'on la remette dans les différents rapports sociaux et les rapports de production. Là, elle travaille en indépendante. Donc, je vous en ai déjà parlé 25 000 fois, les indépendants, ils ont une place... Enfin, il y a plusieurs rapports sociaux. Je vais le faire dans ce sens-là, parce que sinon je vais dire trop de choses, ça va vous embrouiller la tête. Quels sont les rapports sociaux qui sont en jeu dans cette situation? Il y en a plusieurs. On va en garder deux. On a un rapport social capitaliste. Ok. Alors, le rapport social capitaliste, ça veut dire quoi? Enfin, c'est un gros mot, cette histoire-là. Un rapport social, c'est le rapport qui existe entre deux sujets collectifs. D'accord? Le capitalisme est un mode de production, on s'en a déjà parlé 25 000 fois, qui du coup va diviser en deux classes, bourgeoisie, prolétariat. Si c'est trop marxiste pour vous, que ça vous file des boutons d'acné, vous pouvez dire classe possédante des moyens de production, classe travailleuse, laborieuse, vous trouverez aussi comme appellation, mais peut-être que ça c'est déjà ça vous crise, mais comme vous voulez, d'accord? Bourgeoisie, c'est propriétaire de moyens de production, prolétariat, c'est n'a que sa force de travail à vendre. D'accord? Vous pouvez appeler classe possédant les moyens de production, classe travaillant dans les moyens de production si c'est mieux pour vous. Bon. On a donc deux classes. Le rapport social qu'on appelle du capital, c'est ce qu'il y a entre ces deux sujets collectifs. Sujet collectif bourgeoisie ou classe possédante et le sujet collectif prolétariat ou classe travailleuse. Ok. Le travailleur indépendant, la travailleuse indépendante est dans une situation très particulière dans ce rapport social parce que je parle vraiment des indépendants. Attention, je parle pas des petits entrepreneurs. Si vous avez des gens qui travaillent pour vous, même si c'est une TPE, vous êtes une toute petite boîte, déjà, vous n'êtes pas sur le même rapport social. Vous êtes déjà plus du côté de la petite bourgeoisie, en fait. Mais si vous êtes vraiment indépendant tout seul, vraiment solo, ce qui est, à ma connaissance, le cas de Marie, ça, c'est une position particulière dans le rapport social parce que vous êtes à la fois en partie propriétaire des moyens de production, bon, léger, hein, et propriétaire de votre force de travail, donc vous n'avez un peu que votre force de travail pour vivre quand même. Donc c'est une position un petit peu particulière, mais je vais pas trop m'étendre dessus aujourd'hui puisque j'en ai déjà parlé, sinon ça va être très long. Donc on a un premier rapport social ici dans cette situation, c'est le rapport social du capital. Et évidemment, dans la situation de Marie, surtout dans la partie qu'elle nous expose, il est excessivement important parce qu'en fait c'est cette sauce dans laquelle elle est qui va se traduire sur cette question du positionnement. Encore une fois, si tout le monde s'est repositionné en 2025 et que ça continue en 2026, c'est pas parce que tout le monde s'est passé le mot pour se repositionner, c'est parce que nécessairement quand vous avez un mode de production en crise, comme c'est le cas du mode de production capitaliste actuellement, c'est pas la première fois, je crains que ce soit pas la dernière, vous avez en face un mode de distribution, le marché, enfin, qui peut être autre chose que le marché, hein, mais je veux dire, nous, c'est ça. Là, pour les indépendantes, c'est le marché. Je dis pour les indépendants, pas que, mais vous voyez, par exemple, dans la sécurité sociale, vous avez une distribution qui est décontextualisée du marché. Quand vous cherchez un médecin, vous êtes sur liste d'attente. C'est une autre manière de distribuer la pénurie qui n'est pas le marché. Pour celles et ceux qui vont vous dire, on peut pas distribuer autrement que par le marché. Si, on fait ça tout le temps. Hein. Mais bon, ouais. Parenthèse fermée, sinon je vais... Sinon, je vais m'égarer. Donc, on voit bien que elle est Marie, comme d'autres indépendantes, hein, elle est dans le casse-noisette. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a deux forces là qui sont en train de s'écraser de part et d'autre. Et donc, nécessairement, dans ces situations-là, quand le mode de production est en crise et que du coup, son mode de distribution du marché devient de plus en plus saturé, de plus en plus contracté, il n'y a pas 45 options. C'est souvent l'image que je donne en formation, vous voyez, c'est comme un Tetris, quoi. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, boum, ça empile, et puis au bout d'un moment, la barre du bas, on la dégage. Okay. Quand on dit on la dégage, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas oh là là, les gauchistes, ils sont toujours pessimistes. Non, l'année dernière en France, c'est 66 000 fermetures d'entreprises. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pendant les crises. Les entreprises vont fermer, d'autres vont survivre parce qu'elles sont rachetées par des plus grosses, qui sont rachetées par des plus grosses, qui sont rachetées des plus grosses, fonctionnement monopolistique du capital, d'accord? Et puis les indépendants au milieu, ils ont une autre carte à jouer qui est d'essayer d'user de leur flexibilité, comme on nous dit tout le temps, pour, faut se le dire clairement, raser les murs le temps que la crise elle passe. Bon, raser les murs le temps que la crise elle passe, t'as pas
45 options, je te le dis d'avance. Soit tu as du capital en rame, c'est-à-dire tu as de l'épargne, tu touches de l'argent d'investissement, tu touches de l'argent de l'immobilier, bref, 45 000 sources de capitaux différentes, j'ai pas tous te les faire. Ce qui du coup te décale un petit peu dans le rapport social. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es un indépendant, mais qu'en fait, par indépendant, t'es un tâcheron, c'est-à-dire que tu es payé à la tâche. Ce qui est le cas de beaucoup d'indépendants qui travaillent pour des entreprises, par exemple. Vous voyez, c'est le cas de community manager, rédacteur web, etc. Tous ces métiers-là, qui, quand ils sont faits en indépendant vraiment tout seul, je veux dire, c'est du tâcheronnage. C'est-à-dire tu es payé à la tâche. D'accord? Exactement comme tu pouvais avoir avant à l'usine. Tu allais à l'usine, t'étais payé à l'heure ou t'étais payé à la journée. Là, c'est bien. La même chose, En quel cas, tu n'as rien d'un grand bourgeois. C'est pas parce que tu es propriétaire de ton ordinateur que tu fais partie donc de la bourgeoisie. Vous voyez, tu es dans du prolétariat total. En dehors du salariat généralisé, mais dans une situation prolétaire, c'est-à-dire littéralement dans la situation où tu n'as que ta force de travail à vendre. En revanche, cet indépendant-là, lui, il touche aussi du revenu par ailleurs dans sa vie parce que il a, je dis n'importe quoi, acheté ou hérité de 5 appartements, et donc ces 5 appartements sont mis en location et il touche des loyers. Et donc là, vous voyez bien que ça le décale dans le rapport social, parce que là, du coup, il tire aussi du revenu du capital, et donc nécessairement, il est pas dans la situation de vivre que de sa force de travail. Pour autant, ces revenus, ils viennent d'ailleurs que de son activité indépendante, d'accord, ça vient d'ailleurs, mais du coup, ça le décale dans le rapport social. Donc évidemment, là, après, on sait pas, dans les revenus de Marie, qu'est-ce qui relève de sa force de travail et qu'est-ce qui relève d'un capital, d'actions, elle a peut-être des actions dans des entreprises, elle a peut-être des loyers qui tombent, on n'en sait rien, mais ça c'est très important. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas demandé plus d'informations parce qu'on va pas étaler la vie économique de Marie. Et en fait, on n'en a pas besoin. Vous voyez, pour développer la lecture et l'analyse, on n'en a pas besoin. On comprend très bien que Marie, par rapport à son activité, si 100% de son revenu dépend de sa force de travail, elle n'est évidemment pas dans la même situation que si c'est 30% de son revenu qui dépend de cette activité indépendante, parce que 70% de ses revenus dépendent d'actions ou de loyers qui lui tombent d'appartements ou de maisons qui sont en locatif. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est évidemment que ça n'est pas la même chose. C'est pour ça que que je vous propose des lectures matérialistes, historiques, dialectiques, parce que évidemment que les conditions matérielles, ça change la donne. Et évidemment que moi je suis rédactrice web et moi je suis rédactrice web, ça peut avoir rien à voir, bien sûr, parce qu'on sait pas quels sont les revenus tirés d'où, etc. Bon, donc évidemment, le rapport social du capital, il est fondamental à avoir en tête dans la lecture de la situation de Marie, puisqu'évidemment, il va nous parler de d'où elle tire son revenu, à quel point elle est en sécurité avec ce revenu ou pas, à quel point il est précaire, à quel point il est stable, à quel point il est important aussi, bien sûr, mais surtout ce qui va nous importer, c'est d'où il sort, à quel point il est fiable ou non, parce qu'évidemment que ça va jouer sur la question de l'angoisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que nécessairement, si 100% de ses revenus dépendent de ses clientes actuelles, c'est hautement plus angoissant que si c'est 20% de son revenu qui dépend de ses clientes actuelles. Donc évidemment que sa peur, elle n'est pas que psychique. Elle dépend des conditions matérielles d'existence. Enfin bon, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais pour autant, ça me vaut des fois des commentaires très sympas sur YouTube, voilà, d'hommes, parce que la plupart du temps, c'est des hommes qui font ça, qui n'ont pas beaucoup d'arguments, à part les insultes. Mais bon, c'est un autre sujet. Évidemment, là, elle arrive sur un segment de marché d'entrepreneuses plus avancé. Bon, donc on peut quand même supposer que c'est des entrepreneuses qui vont valoriser beaucoup plus l'expertise, peut-être des résultats plus tangibles, plus mesurables. Peut-être qu'on arrive là dans un milieu qui est beaucoup plus positiviste, vous voyez, qui est beaucoup plus analytique, qui a plutôt une épistémologie un peu, je crois que ce que je vois, tu vois, peut-être un peu plus positiviste, qui veut tout mesurer, qui veut tout quantifier. Ça change quand même le rapport, surtout pour quelqu'un qui semble être quand même plutôt intéressé par voilà, elle nous a parlé de tarot, elle nous a parlé d'astrologie, donc peut-être avec des épistémologies qui sont quand même promptes à quelque chose de beaucoup moins palpable, vous voyez, de beaucoup moins quantifiable, de beaucoup moins prouvable, si je puis dire ça comme ça. Peut-être que là, elle peut arriver, on sait pas, mais sur un segment de marché qui est peut-être beaucoup plus positiviste, peut-être plus matérialiste aussi, on sait pas. Peut-être que la reconnaissance sociale aussi est très importante sur ce segment de marché et que du coup les normes
implicites qui vont avec, sont pas les mêmes, et qui du coup, voilà, on disait, peut-être contraindre un petit peu l'utilisation des outils qui étaient utilisés jusque-là. Donc là, on voit très bien que ce rapport social du capital, il est central dans la situation qu'elle vit, puisque la question à 10 000 balles, si mon hypothèse est la bonne, c'est-à-dire elle se repositionne sur le marché parce que ça marche plus, ou parce que ça marche moins bien qu'avant. D'accord ? On voit bien que, évidemment, c'est central, parce qu'en fait, la question centrale, sous-titre, sous-jacente, c'est comment est-ce que je survis le temps que la crise passe. C'est ça la question à 10 000 balles. Il y a un autre rapport social, il y en a sûrement plusieurs qu'un autre. Il y en a un autre, mais je vais pas le développer, c'est le rapport social patriarcal. Il y en a, quand je dis il y en a sûrement d'autres, mais que je ne vois pas, parce que j'ai pas assez d'informations. Là, avec les informations que j'ai, je peux dire, il y a aussi la question du rapport social patriarcal. Je sais aussi que Marie, elle a des enfants, et donc nécessairement, il est très important de l'avoir en tête. Je vais pas le développer ici, parce que sinon ça va durer vraiment beaucoup trop longtemps, mais il n'est pas du tout secondaire, puisqu'on le sait très bien, que en plus Marie, elle a beaucoup d'enfants, et donc nécessairement, et j'ai pas compté son mari dedans, donc on sait très bien que c'est sur elle que retombe la reproduction de la force de travail de son mari, la reproduction de sa propre force de travail et la reproduction de l'intégralité des enfants. Eux, jusque-là, de fait, ils peuvent pas se reproduire tout seuls, c'est des enfants. Mais voilà, on sait très bien, alors je suis pas du tout en train de dire, je connais pas son mari, hein. Je suis pas du tout en train de dire qu'il fait rien à la maison, blablabla, me tolmène, commencez pas à me casser les pieds en commentaire. Par contre, ce que je sais, c'est que de manière systémique, ce sont les femmes, et surtout les mères de famille, qui en font largement plus. Mais c'est même pas largement plus, c'est même pas comparable, d'accord ? Que de toute façon, encore une fois, si on parle de systémique, c'est parce que même si elle a un super mari, super formidable, qui a fait sa part à la maison, on applaudit, on est content, on applaudit un poisson qui nage, même si c'est ça, quoi qu'il en soit, elle n'est pas en contact dans la vie qu'avec son mari, n'est-ce pas ? Donc de toute façon, la société entière, n'est-ce pas, étant patriarcale, c'est de toute façon elle qu'on va appeler quand les enfants sont malades, c'est de toute façon elle qu'on va appeler quand il y a un problème à l'école, c'est de toute façon elle qu'on va appeler pour aller chercher les enfants à la crèche, etc., etc. Et même si, vous allez me dire, s'il y en a un qui a, mais on sait pas, peut-être c'est son mari qui va chercher les enfants à la crèche, oui, peut-être, en attendant, c'est elle qui a la charge émotionnelle, c'est elle qui récupère ses copines, c'est elle qui pense aux anniversaires, c'est etc., etc. Bref. Ce rapport social patriarcal, même si, admettons, Marie est l'exception statistique, qu'elle est la seule femme de France et de Navarre à échapper à l'entièreté du patriarcat qui s'abat sur elle, permettez-moi d'en douter, hein, parce que les statistiques sont effroyables, plus t'as d'enfants, plus ton mec il en fout pas une, hein, se dit en passant. Même si elle a un mari super formidable et tout, ce que je ne peux que lui souhaiter bien sûr, quoi qu'il en soit, les inégalités structurelles font qu'elle n'est pas sociabilisée comme un homme, font qu'elle n'a pas accès aux mêmes ressources, font qu'il y a des inégalités de salaire et de revenus. Avant qu'il y ait un petit malin pour me dire, mais oui, mais Nigo, ils sont indépendants, elle est indépendante, donc du coup, il n'y a pas d'inégalité salariale. Les inégalités de revenus chez les indépendantes sont quasiment les mêmes que les inégalités salariales. Ça serait presque à se demander si c'est pas systémique, ça, tiens, comme phénomène. D'accord? Donc, évidemment, je fais pas le tour de toute la question, parce que j'en ai déjà parlé 20 000 fois, on n'aura pas le temps pour aujourd'hui, mais évidemment, il y a ça aussi, hein, bien sûr, hein, qui est très importante, et notamment, puisque je vous en ai déjà parlé, quand les indépendants vivent une crise comme on la vit actuellement, pas que les indépendants, mais puisque là c'est le sujet de Marie, vous n'avez pas 45 000 options pour survivre sur le marché. Une de ces options est effectivement d'aller chercher des marchés qui sont plus en contraction, dans la contraction inverse que vous vivez. C'est-à-dire que si vous vivez une contraction dans le sens que il y a plus d'offres que de demandes sur votre marché, c'est-à-dire que vous avez des marchés qui sont saturés, où il y a trop de concurrence, eh bien effectivement vous allez avoir tendance à, et c'est très futé, très fonctionnel, elle a raison de le faire Marie si c'est ça qu'elle vit, c'est-à-dire d'aller chercher un marché en contraction dans l'autre sens, c'est-à-dire où il y a plus de demandes que d'offres. Donc un repositionnement stratégique, comme on pourrait dire, dans ce milieu-là. Donc ça, c'est une manière d'échapper à la crise, ou tout du moins d'essayer de survivre le temps qu'elle passe, d'accord ? Donc ça, c'est une stratégie de survie. Dans les autres stratégies de survie, il y en a pas 45 000, il y en a deux autres. Soit il faut augmenter le capital constant. Alors Marie, elle est un petit peu concernée par ça. On sait pas trop, elle nous donne pas beaucoup d'infos, mais elle nous a quand même parlé des outils. Alors, le capital constant, c'est les machines, c'est les logiciels,
c'est voilà tout le matériel entre guillemets dont on a besoin pour la production. Donc, dans les usines, le capital constant, c'est les logiciels, c'est les machines, c'est je sais pas moi les tracteurs, etc. Nous, dans nos métiers, la plupart du temps, notre capital constant, ce sont nos logiciels, c'est évidemment ordinateur, téléphone, je sais pas moi les micros de podcast, les caméras, bon bref tout le matériel dont vous pouvez avoir besoin, les logiciels, je sais plus si je l'ai dit, voilà. Alors, elle nous a pas donné beaucoup d'infos par rapport à ça, mais elle nous a quand même parlé des outils. Donc, elle nous parle un petit peu de ces outils de tarot, loisirs créatifs, astrologie. Donc, elle nous parle un petit peu de capital constant. Ça, il faut l'augmenter. Et l'autre truc qu'il faut faire, c'est quand je dis augmenter, traduction, comprenez bien, il faut travailler plus vite. Hein. C'est ça que ça veut dire. Là aussi, vous pouvez être en désaccord moral et idéologique avec ça. Je le partage avec vous. En quel cas soyez anticapitaliste, parce que le mode de production capitaliste implique de fait pour les indépendants qu'il faut travailler de plus en plus vite, sinon vous vous faites dépasser par la concurrence. Donc là, ce qu'elle fait, c'est que pour éviter de se retrouver dans cette tambouille-là, elle va chercher un marché qui est plus en contraction. Peut-être qu'il faudra faire un petit peu des deux. Et la troisième et dernière option, c'est de diminuer V, c'est-à-dire le coût du capital variable, le coût de la reproduction de la force de travail. Et là, c'est là que le rapport social du patriarcat est important, parce qu'en fait, le coût en temps, en argent, en énergie de la reproduction de la force de travail de Marie, elle est énorme. Parce qu'elle n'a pas que sa force de travail à reproduire. Elle doit reproduire en partie ou en totalité la force de travail de son mari. Et même si, admettons, elle a un mari super génial, formidable, il est exceptionnel, je sais pas quoi, et que du coup, il a pas du tout besoin d'elle, c'est que déjà, permettez-moi d'en douter, Marie, elle a plusieurs enfants. Et dans tous les cas, les enfants, bien entendu, ils se reproduisent pas tout seuls. C'est la définition d'avoir des enfants. Donc, évidemment, il faut assurer la reproduction de ces petits êtres. Donc nécessairement, même s'il divise tout 50-50 avec son mari, quoi qu'il en soit, elle en a une part quand même à assurer. Et comme elle n'a pas qu'un seul enfant, évidemment que elle, son V dans l'équation, donc la reproduction de la force de travail, ça c'est très important. Et la baisser, ça va être un petit peu compliqué. Après, tant mieux pour elle, elle va dans le bon sens, c'est qu'au plus les enfants grandissent, moins ils vont avoir besoin d'elle, donc ça va diminuer un petit peu. Mais bon, dans le même temps, elle aussi vieillit, donc du coup tu reproduis moins vite à force de travail. Hein. Je pense que là, jusqu'ici, tout le monde voit très bien qu'à 20 ans, t'étais plus vite reproduit pour retourner au boulot qu'à 40. Voilà, et donc c'est là, d'ailleurs, soit dit en passant, que vous voyez pourquoi il y a des inégalités structurelles dans les rémunérations. Et que vous allez le voir chez les indépendants, parce qu'effectivement on pourrait se dire comme ça de premier abord que les indépendantes elles sont pas touchées par les inégalités salariales parce qu'il n'y a pas une entreprise pour dire ça c'est tel salaire, ça c'est tel salaire, mais c'est en partie, pas que ça, mais c'est en partie dû au fait que comme c'est les femmes qui assurent la reproduction de la force de travail de tout le monde, nécessairement elles ont un désavantage compétitif comparé à leurs homologues masculins. Donc elles tirent moins de revenus. Voilà, n'en déplaise à certains, vous me proposerez une contre-équation plus efficace que celle-ci si vous avez de quoi faire. Voilà, donc le rapport social patriarcal, il est évidemment très important dans la thématique de Marie. Je l'ai un peu moins développé que le rapport social du capital, mais je pense que voilà, ça vous donne quand même une idée. En tout cas, vous voyez, après tout ce développement, que les peurs qu'elle nous a données au début, elles sont pas que psychologiques au sens... c'est visible, parce que oui, elles sont psychologiques, mais je veux dire, on voit bien que c'est pas juste elle en particulier. C'est pas juste Marie, elle a peur de ça parce que dans son enfance elle a vécu ceci ou elle a vécu cela. Après, encore une fois, son individualité bien sûr est très importante et donc elle va jouer sur sa capacité à gérer cette anxiété ou non, s'il y a un trouble anxieux ou non, là on sait pas, les ressources qu'elle a, c'est-à-dire quels sont les liens autour d'elle, quels sont les réseaux autour d'elle, est-ce qu'elle a accès à de la santé, est-ce qu'elle a les moyens pour trouver des ressources auprès de peut-être de psychologues, est-ce qu'elle a les moyens de se payer un coach business, enfin voilà, évidemment qu'il y a plein de choses de son individualité, hein, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Tac. Bon, on s'est dit quand même... on s'est dit pas mal de choses. Hein. Je suis en train de reprendre mes notes là et je me dis, si vous m'avez écouté jusque-là, vous devez commencer à avoir le cerveau peut-être qui rame un petit peu. Hein. Bon, là vous voyez bien que ce qu'on a fait, c'est que on a d'abord décortiqué un petit peu. Ok. Qu'est-ce qui se passe là avec qu'est-ce qui se passe, qui est là, qui sont les acteurs, quels sont les enjeux. Okay.
Ensuite, on met en lien ces enjeux. Là, on n'était pas dans une situation comme le dernier épisode enquête, qui était plutôt sur un sujet relationnel, d'accord, et qui nous a demandé du coup d'aller regarder d'un côté, regarder de l'autre, regarder la dynamique relationnelle, regarder de l'analyse transactionnelle, regarder de je sais plus ce qu'on avait fait, on a fait de la systémique hein, bien sûr, mais vous voyez, de la communication non violente, etc. Là, le bon niveau, et vous voyez d'ailleurs que sur ce précédent épisode, il ne m'écoute pas, cas d'étude, il ne m'écoute pas, si vous voulez aller voir, donc plutôt un cas d'étude sur le couple, on voyait bien que là, le bon niveau explicatif, comprenez-moi bien, j'ai dit le bon niveau explicatif, j'ai pas dit le seul niveau explicatif. Le bon niveau explicatif, celui qui était le plus globalisant, le plus efficace, le plus conséquent, il était le niveau explicatif relationnel. C'est ça qui nous a permis de décortiquer plein de choses, d'évoquer des choses de la vie psychique de Claire et de Julien, mais finalement, avec la dynamique relationnelle, on avait expliqué un bon nombre de choses, qui n'étaient pas complets, parce qu'on n'a pas les tréfonds de leur vie individuelle, mais on avait quand même quelques informations. Ici, on voit bien que le bon niveau explicatif, qui n'est pas le seul niveau explicatif, mais qui me paraît être le plus conséquent, le plus efficace, le plus globalisant, c'est le niveau explicatif du système économique. Et vous voyez bien, j'en ai évoqué d'autres. On a évoqué la question individuelle de Marie, on a évoqué ces systèmes familiaux et couples, dans le sens, et éventuellement amicaux aussi. Est-ce qu'il y a des forces coercitives positives, des forces coercitives négatives? Est-ce qu'elle a du soutien? Est-ce que c'est des ressources? Est-ce qu'ils augmentent l'anxiété ou est-ce qu'ils la diminuent? Et évidemment, son contexte familial, il est important parce qu'évidemment, quand tu es seul ou en couple, c'est pas la même chose. Quand tu es en couple sans enfant ou avec enfant, c'est pas la même chose. Quand tu as un enfant ou 10 enfants, c'est évidemment pas la même chose. Si tu vis en ruralité ou en centre-ville, c'est pas bla 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 bla, vous voyez. Donc évidemment, tout ça on en a parlé aussi, on a aussi parlé du rapport social patriarcal qui est évidemment très important là-dedans. Il y aurait peut-être d'autres choses dont on n'a pas information. Est-ce que on est sur une personne valide ou non? Est-ce que on est sur une personne racisée ou non? En l'occurrence, je sais que non, mais ça aussi ça aurait pu bien sûr c'est pas ça aurait pu, ça aurait nécessairement changé l'analyse, ça aurait peut-être pas tout changé, mais ça aurait nécessité aussi une part d'analyse parce que c'est évidemment un autre endroit de violence et de rapport de pouvoir, de rapport de domination. Bon, il me semble là quand même que le rapport social du capital à cet endroit-là, il est très important puisqu'il vient expliquer une bonne partie de ces inquiétudes-là. C'est qu'en fait la vérité, c'est que dans un autre système économique, ces angoisses-là, elle les aurait pas, Marie. Peut-être qu'elle en aurait d'autres. Probablement qu'elle en aurait d'autres. D'accord ? Mais par contre, si on avait un système économique, par exemple, ou qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple? Je vais reprendre les peurs qu'elle nous a données au début. Tac, tac. Voilà. La peur de ne pas se sentir légitime, par exemple, face à des personnes plus avancées. Bon, ça, peut-être qu'elle l'aurait quand même, ok? Bon, là, j'aurais plein de choses à dire, mais je vous renvoie à un épisode que j'ai déjà fait sur la question de la légitimité dans son analyse structurelle. D'accord? Notamment pour les pros de l'accompagnement, c'est un sujet que je maîtrise mieux. Mais bon, ça, peut-être qu'elle l'aurait, parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait de pas se sentir légitime quand tu changes de statut, c'est assez normal. Donc jusque-là, du moment que ça s'est pas chronicisé et que ça l'empêche pas de fonctionner, bon, pas non plus... c'est très enquiquinant pour elle, hein, je suis pas du tout en train de minimiser à quel point c'est pénible. Mais bon, on peut se dire que dans un autre système économique, ça serait pareil, ok? Par contre, voilà, la peur de me tromper dans le message et de ne rencontrer personne, vous voyez bien, ça c'est très clair. Si Marie était une praticienne qui relève par exemple de la sécurité sociale, cette question n'existe pas. Cette angoisse n'existe pas, en fait. Il y en aurait d'autres, encore une fois, hein, mais elle ne serait pas en train de se dire « J'ai peur que sur le marché, je trouve pas le bon axe, ou j'arrive pas à me faire entendre, ou j'arrive pas à me démarquer, j'arrive pas à me différencier. » Vous voyez, toutes ces angoisses-là que nous avons, indépendants, si tu es dans un système comme la sécurité sociale, petit praticienne, tu vas t'installer dans le fin fond du trou du cul de la France avec un désert médical, c'est des questions qui te traversent pas l'esprit, tu vois. Des angoisses, t'en as d'autres, hein. Est-ce que je vais avoir du relais? Est-ce que j'ai pas trop travaillé? Est-ce que je vais avoir du temps pour ma famille? Encore une fois, je dis pas que t'aurais pas d'angoisse. Mais c'est juste pour vous illustrer le fait que cette anxiété, elle découle des conditions matérielles dans lesquelles tu travailles. Ce n'est pas Marie, elle, en tant que personne, qui n'a pas le bon mindset et qui a des problèmes existentiels dans la vie, parce que les gens, tu comprends, qui réussissent, parce que quand tu veux, tu peux, eh bien, eux, ils ont pas peur de se tromper dans le message, tu comprends, Marie, parce qu'en fait, eux, tu vois, ils ont le bon mindset, ils y vont, ils sont courageux, ils ont pas peur des feedbacks. Putain, par pitié, faites des analyses un peu
Soyons sérieux. Vous voyez bien que là, c'est une question de contexte. C'est qu'en fait, vous lui changez le modèle économique, bah, cette angoisse, elle disparaît. Voilà. Donc, on comprend. Encore une fois, c'est pas pour dire qu'elle n'en aurait pas d'autres. C'est pour dire qu'on voit bien que ces angoisses ne sont pas des lois naturelles. Elles dépendent des conditions matérielles d'existence. Et là, en l'occurrence, de ces conditions matérielles de travail. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit d'autre? Ma foi, c'est déjà pas mal. Hein. Je sais pas depuis combien de temps je parle, mais on s'est parlé de beaucoup de choses. Voilà, tension psychique, tension sociale, qui est une manifestation des contradictions, c'est ça que je m'étais noté, hein, ok. Tac. Voilà. Dans ce genre de situation, on reste pas piégé dans la simple introspection, même si encore une fois, c'est très bien, c'est très important, ça peut aider, ça risque, c'est pas fou mais c'est pas complet, ça risque de pas être suffisant, et je vous ai donné au passage quelques pistes pour celles et ceux qui, éventuellement parmi vous, sont aussi dans des situations de repositionnement. Si vous êtes en repositionnement, bon, c'est plutôt bon signe. C'est bon signe dans le sens que c'est une stratégie qui peut fonctionner pour survivre à la crise quand on est indépendant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aller chercher des marchés dans la contraction inverse au vôtre, c'est-à-dire de passer de contractions où l'offre est plus importante que la demande pour aller chercher des contractions de marché inverse, c'est-à-dire où la demande est plus importante que l'offre. Encore faut-il que votre positionnement aille dans ce sens-là, et ça peut ne pas être suffisant non plus, parce que peut-être que le marché n'est pas suffisamment en contraction dans ce sens-là, et que vous aurez aussi besoin d'augmenter votre capital constant, de diminuer votre capital variable, et quoi qu'il en soit, augmenter le capital constant, c'est important, c'est même indispensable, sinon vous serez dépassé par la concurrence, et comme il y a une baisse mentale du taux de profit, vous allez vous faire rattraper, blablabla, je vous l'ai déjà expliqué 25 000 fois, je me réembarque pas là-dedans. Voilà, j'espère que cette petite étude de cas pour un peu apprendre à analyser, décortiquer, etc. Ça vous a plu, ça vous aura intéressé. Marie, si tu passes par là, que tu as écouté tout ça, n'hésite pas à me faire un petit retour. Comme ça, je serai aussi pour les prochains épisodes. Pour la personne qui est concernée, est-ce que tu aurais voulu avoir autre chose ou est-ce que ça t'a aidé, est-ce que c'est intéressant mais pas plus, bref. Comme ça, au fur et à mesure de ce genre d'épisode, je pourrais ajuster un petit peu. S'il y en a qui veulent se prêter à l'exercice, il y a aucun problème, ça marche pour ce genre de situation. Encore une fois, moi je suis pas coach business, hein, par contre, ne m'écrivez pas en mode voilà mon problème business, je veux des conseils, c'est pas mon taf. Hein. Moi à la limite je peux vous faire le décryptage économique de la chose, mais encore avec mon analyse à moi, mais je vous donnerai pas des conseils scalabilité, je sais pas quoi, c'est pas mon sujet. Ça peut être aussi bien sûr des études de cas des pros de l'accompagnement, parce que ça pour le coup c'est mon sujet, et de thématiques affirmation de soi, parce qu'évidemment je les connais bien, et donc les thématiques relationnelles bien sûr, puisque ça vous le savez, ça c'est mon petit dada. Les limites, le cadre, la posture, les dynamiques relationnelles, les systèmes, voilà, ça c'est mon sujet. Et si vous intéresse, vous m'envoyez un petit DM sur Instagram ou un petit mail laura@biendantaboîte.fr. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des petits feedbacks en commentaire, puisque c'était la première fois que je faisais une étude de cas sur un cas réel, pour que, voilà, encore une fois que je puisse un peu ajuster ces formats-là pour voir ce qui vous intéresse plus et ce qui vous intéresse moins. Je vous retrouve en formation d'esprit critique pour celles et ceux que ça intéresse. On démarre fin avril. Les liens sont dans la description. La boîte à outils d'esprit critique pour gagner en esprit critique, sans blague, en lucidité professionnelle et en discernement. Dernière promo de l'année, peut-être fin 2026, mais encore une fois, voilà. J'ai l'intuition que ça va être compliqué pour que ça rentre dans le planning. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions, ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao.